commence. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Natacha Noël, je suis néphrologue au CHU de Reims. Et j'aimerais bien qu'on travaille tous beaucoup plus ensemble parce qu'on est tous un peu dans nos petits coins respectifs et on ne se connaît pas et on a du mal à échanger. Alors, je me suis dit que venir vous parler de la maladie rénale chronique, c'était peut-être un bon début, puis on verra après. Donc, je vous ai mis un petit QR code pour vous faire participer. Il y aura quelques petites questions sur WooClap. Donc, on va commencer par parler des enjeux de la maladie rénale chronique parce que la population générale, mais également les professionnels de santé, ne se rendent pas vraiment compte de ce que ça représente comme enjeu de santé. Donc ça, je vous ai mis les chiffres du registre Rhin. En néphrologie, on a un registre national dans lequel sont rentrés absolument tous les patients qui ont un traitement de suppléance rénale, c'est-à-dire tous les dialysés et tous les patients greffés de rein. Donc, c'est 40 000 patients avec un greffon fonctionnel en 2022 et 50 000 patients traités par hémodialyse ou dialyse péritonéale. Alors, ça ne paraît pas si gigantesque, sauf que ça, c'est que la maladie rénale chronique de stade 5 traitée par suppléance rénale. Et donc, c'est un tout petit bout de la maladie rénale chronique. Et l'estimation de la fréquence de la maladie rénale chronique dans la population générale française, c'est 5,6 millions de personnes. Donc, c'est une personne sur 10 en France. Donc, c'est juste énorme pour une maladie qui est extrêmement méconnue. En plus d'être fréquente, cette maladie elle a des conséquences graves. La première à laquelle on pense et la première à laquelle pensent tous les patients qui rentrent dans notre bureau, c'est la dialyse. Quand on leur dit « vous n'avez pas besoin de dialyse », ils nous disent « oh, bah, c'est bon, alors c'est pas grave ». Sauf que la dialyse, c'est une chose, ça concerne en fait peu de patients, mais les patients qui ont une maladie rénale chronique, ils meurent beaucoup plus que les autres et ils meurent en particulier de causes cardiovasculaires, d'insuffisance cardiaque et aussi de iatrogénie. Je vous ai mis ici les chiffres de mortalité après l'initiation de la dialyse qui peuvent rivaliser franchement avec beaucoup de cancers. Donc là, vous avez la mortalité à 5 ans en fonction des tranches d'âge. Donc 0 à 19 ans, on est quand même à pas loin de 5% de mortalité à 5 ans, moins de 20 ans. Et entre 65 et 74 ans, on est à 50% de mortalité à 5 ans, ce qui est énorme au moment où on démarre un traitement par dialyse. Donc, ce n'est pas ajusté sur les comorbidités, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, quand on démarre un traitement par dialyse, ce n'est pas une bonne nouvelle, hein, et pas que pour la qualité de vie. Ça, c'est la mortalité cardiovasculaire que vous voyez en fonction du DFG. Plus il est bas, plus ça monte, et en fonction de l'albuminurie, plus elle est élevée, plus ça monte. Donc, même à une fonction rénale normale, quand on a une albuminurie, on a une augmentation du risque de mortalité cardiovasculaire. Et ça, ce n'est pas que parce que les patients qui ont une maladie rénale, ils sont hypertendus, ils sont diabétiques, ils ont déjà fait l'infarctus, etc., etc. Parce que cette atteinte cardiovasculaire dans l'insuffisance rénale, elle existe même chez les enfants. C'est-à-dire que les enfants qui ont une maladie rénale chronique, ils ont une maladie artérielle. Et ce n'est pas à cause du diabète. C'est vraiment à cause de la maladie rénale chronique. C'est une maladie qui est dite silencieuse. En fait, elle n'est pas si silencieuse que ça, mais c'est des symptômes qui sont très peu spécifiques et qui sont invisibles pour les patients. Donc, beaucoup de patients ont un espèce de handicap invisible, beaucoup plus de dépression que dans la population générale, beaucoup plus de douleurs chroniques, d'anxiété, des difficultés de mobilisation beaucoup plus importantes, une fatigabilité plus importante. Et donc, pour les patients les plus jeunes, un maintien dans la vie active qui est plus difficile. Et pour les patients les plus âgés, un maintien à domicile qui est également plus difficile. Ça, c'est le coût financier. Donc, on n'a que des statistiques de coût sur l'insuffisance rénale terminale des patients qui sont traités par dialyse. Donc, c'est 98 000 patients en France avec un coût de 41 000 € par année de traitement pour seulement 98 000 patients. Hein, donc, c'est plus cher que d'autres traitements et pour beaucoup plus de… C'est 19 fois plus cher que le diabète,
12 fois plus cher que les maladies cardiovasculaires, donc c'est un coût énorme. Donc, pour toutes ces raisons, il est très important qu'on dépiste les patients et qu'on les dépiste le plus tôt possible. Ça, c'est une statistique aussi du registre rein sur les démarrages de traitement de suppléance. Il y a, et c'est un chiffre qui est globalement stable depuis des années et des années, entre 15 et 20% de patients qui démarrent la dialyse sans avoir jamais vu un néphrologue avant. Jamais de toute leur vie. Donc, ceux-là, ils arrivent chez nous, on leur dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, on va vous mettre un cathéter, on va vous brancher à une machine de dialyse et ça va durer toute votre vie, mais vous inquiétez pas, on va vous faire une greffe de rein. » Bon, c'est un peu violent. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes essentiellement paramédicaux, s'il y a des médecins parmi vous. Alors, du coup, mince. Hop. Est-ce que ça va marcher comme ça? Je ne sais pas. Sinon, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce que vous prescrivez comme examen pour dépister une maladie rénale chronique? Je ne sais pas si vous avez pris le temps de scanner le QR code. Non, c'est un autre. C'est pas le même. C'était l'évaluation. Ouais, c'était juste un petit truc pour vous faire réfléchir avant. Moi, je vous rassure, les néphrologues du service n'ont pas réussi beaucoup mieux. Hein. J'ai mis des questions un peu pièges, c'est exprès. Bonsoir. Alors, j'ai perdu la souris. Alors, je vous montre les réponses qu'il y a eu. Donc, c'est pas mal mitigé. Vous auriez dit quoi, ceux qui n'ont pas réussi à voter? Quel examen prescrire pour dépister une maladie rénale chronique? On peut en cocher plusieurs, bien sûr. Ouais, c'est pas grave. Ouais, j'avais mis un chrono parce que sinon, des fois, ça fait perdre un peu de temps. C'est juste histoire de discuter un petit peu. Donc, les bonnes réponses. Maintenant, c'est assez clair et assez homogène dans les recommandations. Ça a longtemps été un peu foutoir, mais maintenant, c'est CKD-EPI qui est calculé par 99% des laboratoires. Sur le territoire, les labos, ils sont tous passés au CKD-EPI. Et le ratio albuminurie sur créatinurie, qui se fait sur un échantillon urinaire et qu'on a encore un peu de mal à avoir de la part de certains labos qui nous rendent une albuminurie, mais sans le ratio, etc. Bon, bref. C'est ça les recommandations. Alors, pourquoi ces deux indicateurs ont été retenus? Parce que c'est eux qui sont corrélés au risque d'insuffisance rénale terminale nécessitant une suppléance. Vous avez ici le tableau que vous avez peut-être déjà vu, qu'il y a dans toutes les recos de néphrologie maintenant, avec le DFG à plus de 105 jusqu'à moins de 30 et l'albuminurie à moins de 10 jusqu'à plus de 300. Et donc, plus ça monte dans les deux sens, plus c'est rouge, plus c'est mauvais. Ça, c'est la progression de la maladie rénale. Ça, c'est la mortalité toute cause. Et ça, c'est la mortalité cardiovasculaire, 8 fois plus importante pour ceux qui ont un RAC à plus de 300 et un DFG à moins de 30 contre ceux qui n'ont pas de MRC. Bon, ce n'est pas idéal mon système, là, mais est-ce que vous savez dans quel cas il faut dépister une maladie rénale chronique? Alors, je vous remets le QR code pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de le scanner. Bonjour.
Alors, je ne sais pas pourquoi là, ça s'affiche en plein écran et là. Oui, c'est comme bon. Après, les participants, ils voient. Ils voient ça. Ouais. Vous pouvez mettre plusieurs réponses aussi. Hein. Et vous avez le droit de vous tromper, ce n'est pas grave. Bon, ça, c'est facile. Allez, on les deux. Voilà. Et pour les ficelles ? Je sais pas. Tu vas dire. Bon, vous êtes d'accord sur quand même pas mal d'indications. Hop. Chaque fois, il faut que je refasse ça. Et donc, en fait, les recommandations, donc ça, c'est les recommandations HAS. Le dépistage est recommandé pour les patients qui ont un IMC à plus de 30, une fois par an, CKD-EPI plus RAC. C'est probablement le dépistage qui est le moins connu. L'hypertension artérielle, qu'elle soit traitée ou pas. Le diabète, qu'il soit traité ou pas. Tous les patients qui ont un antécédent, quel qu'il soit, de maladie cardiovasculaire athéromateuse, il faut qu'ils soient dépistés chaque année. L'insuffisance cardiaque, les maladies auto-immunes, les affections urologiques, donc même l'hypertrophie prostatique, il faut faire le dépistage chaque année. On voit régulièrement en consultation des patients qui ont une HBP suivie et qui arrivent avec une insuffisance rénale évoluée, qui n'ont jamais été dépistés. Les antécédents familiaux de maladies rénales chroniques, en particulier au premier degré, il faut que les patients se fassent dépister chaque année. L'exposition à des toxiques professionnels, ça en général la médecine du travail gère bien, et les traitements néphrotoxiques, donc j'avais mis en particulier les anti-inflammatoires, notamment en automédication, il faut recommander aux patients de surveiller quand même la fonction rénale. Donc en pratique, les facteurs de risque, on fait chez tous ces patients-là le RAC et le CKD-EPI une fois par an. Hein. Les chiffres de l'assurance maladie, dans le diabète, ça doit être 40% de dépistage annuel et l'hypertension artérielle, ça doit être 20% ou 30%, les derniers chiffres. L'obésité, on n'a pas de stats, mais à mon avis, c'est pas terrible. Donc ça, c'est pour le diagnostic. Après, en termes de prise en charge, donc il y a 4 volets à prendre en charge. Il y a ralentir la progression de la maladie rénale en elle-même, limiter le risque cardiovasculaire, éviter les complications de l'insuffisance rénale et, pour les patients concernés, préparer la suppléance. Alors, on va parler déjà du ralentissement de la progression. Donc ça, c'est l'évolution naturelle de la maladie rénale. Donc la maladie rénale, elle commence là, à un moment où le DFG reste normal. Donc dans l'idéal, il faut commencer la néphroprotection aussi ici, avant l'arrivée de l'insuffisance rénale, quand on peut, et ça on le voit avec le RAC. Et ensuite, la vitesse de progression, c'est 3 à 10 millilitres minutes par an. Et en néphroprotection, on peut réussir, selon les pathologies, à réduire la progression à moins de 3 millilitres minutes par an. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est des années et des années gagnées sans suppléance. Et tant que la fonction rénale, plus la fonction rénale est préservée, moins il y a un impact sur la mortalité globale et cardiovasculaire. Donc, on a pour ça les traitements néphroprotecteurs. Donc, vous connaissez depuis longtemps les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Ça m'étonnerait bien que vous n'ayez pas croisé les industriels qui vendent les inhibiteurs de SGLT2. Et on devrait voir arriver, on commence à être un peu désespéré dans quelques temps, les agonistes non stéroïdiens des minéralocorticoïdes qui donnent des bons résultats dans la littérature, mais qui sont pour le moment pas disponibles en France. Donc les bloqueurs du SRA, déjà juste 2 rappels
ce ne sont pas des traitements néphrotoxiques. Donc ça, je me bats, y compris avec les internes chez nous qui écrivent on a arrêté les néphrotoxiques. Non, ce ne sont pas des néphrotoxiques, ce sont des néphroprotecteurs. Et l'insuffisance rénale n'est pas une contre-indication. On a encore beaucoup de patients qui nous sont adressés en consultation pour savoir si on a le droit de leur mettre des IEC. Par des généralistes, par des diabétos, par des cardios, par tout un tas de spécialités. Donc oui, on peut mettre des IEC à un patient qui a une insuffisance rénale, c'est même fortement recommandé. Bon, les preuves, elles sont vieilles, on est quasiment à 25 ans des études Princeps qui ont été publiées dans le New England en 2001, avec 2 principales études qui ont montré une réduction de 15 à 20% du risque, en gros, d'insuffisance rénale terminale traitée par suppléance. Il y a un effet dose qui a été bien démontré également. Donc, il ne suffit pas de mettre la molécule, il faut la titrer jusqu'à la dose maximum tolérée. Et il y a un impact non négligeable des mesures associées, c'est-à-dire qu'un patient qui est sous IEC mais qui mange trop de sel, eh ben, en fait, on perd tout le bénéfice néphroprotecteur du traitement. Alors, j'avais fait un petit questionnaire. Alors, ça va être un peu médical, mais il y a des pharmaciens aussi, je crois. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut Il y a quelqu'un accepté dans la salle d'attente. Je ne vois pas, j'ai l'impression que c'est bon. Ouais, c'est bon. Merci Ouais. pour ceux qui sont Bon, j'ai qu'une seule réponse. Les autres n'ont pas voulu se mouiller. Hop. Alors, on va juste peut-être mettre les réponses du WooClap. Donc, le Doppler des artères rénales n'est pas du tout obligatoire. On le fait uniquement en cas d'IRA sous IEC. Le contrôle de biologie 15 jours après, ça, c'est fortement recommandé. L'arrêt transitoire des traitements en cas de situation de déshydratation, ça également, c'est une recommandation qu'on ne fait pas assez aux patients. Et là, je pense que tout le monde peut participer, les médecins, les infirmières, les pharmaciens, les gens le savent très peu. Contraception obligatoire, les IEC sont tératogènes au premier trimestre de grossesse. Donc, ça veut dire qu'il faut planifier les grossesses et les arrêter si possible avant la conception. On ne les arrête pas en dessous de 15 et on ne les arrête pas si la kaliémie monte. On traite l'hyperkaliémie. Donc ça, c'est une petite diapo plutôt pour les prescripteurs, juste pour rappeler que les molécules ne sont pas toutes équivalentes. On a des vieilles molécules comme le losartan et le captopril qui ont des très courtes demi-vies. Il faut faire plusieurs prises par jour. Et maintenant, on a des molécules de plus longue demi-vie qui sont quand même plus simples à manier et plus faciles à prendre pour les patients. Ça, c'est pour vous démontrer que ce n'est pas néphrotoxique. Donc ça, c'est l'évolution de la pression artérielle quand on met un IEC. Donc la tension baisse, c'est un peu ce qu'on veut. Et ça, c'est l'évolution de la fonction rénale. Donc, effectivement, le DFG baisse quand on met un IEC. Mais ça, c'est juste un impact hémodynamique. Et dès qu'on l'arrête, le DFG remonte. Donc, le parenchyme rénal n'a pas été lésé par l'IEC. Et par contre, les patients qui font une insuffisance rénale aiguë sous IEC, c'est ceux-là. Donc, c'est des patients qui ont une fonction rénale normale au départ, mais qui ont une hypovolémie, une insuffisance cardiaque ou une sténose bilatérale des artères rénales. Donc, la vraie précaution avec les IEC, c'est de les arrêter quand il y a une hypovolémie,
Et donc, il faut donner aux patients des règles de traitement pour les jours malades, c'est-à-dire que si ça ne va pas, ils arrêtent leur traitement IEC et ils le reprennent quand ça va mieux. La kaliémie, alors méfiez-vous des kaliémies en ville, c'est un vrai problème de plus en plus. Le transport des prélèvements, ça fait monter la kaliémie. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par l'équipe de Marseille où vous voyez l'évolution de la kaliémie en fonction des mois de l'année, si le prélèvement est fait en ville ou s'il est fait au laboratoire. Et donc l'hiver, la kaliémie moyenne de tous les prélèvements du laboratoire est étonnamment plus haute que l'été. Pas de variation saisonnière de la kaliémie. Et en fait, la fausse hyperkaliémie, elle est accentuée par le froid. Alors, moi, j'ai parfois des patients qui me disent « Mais vous inquiétez pas, docteur, l'infirmière, elle vient à la maison, mais elle met les prélèvements dans une glacière. » Alors non, pas le iono dans la glacière. Tous, ils me disent « Vous inquiétez pas. » Je sais pas si ça m'inquiète. Voilà. La kaliémie, elle est en moyenne 0,5 points plus élevée quand il y a du transport de prélèvement que quand il y a du prélèvement au labo. Et le piège pour les patients, c'est que maintenant, il y a beaucoup de labos de ville qui sont en fait des centres de prélèvement et qui transportent les prélèvements dans un labo centralisé. Et du coup, nous, on est de plus en plus embêtés avec les kaliémies et donc les traitements IEC sont arrêtés. Du coup, les patients ne bénéficient pas de la néphroprotection alors que c'est juste une erreur de dosage, quoi. A priori, Dioxin, en tout cas de ce que je connais, il y a qu'à Besançon où réellement ils sont centres d'analyse. Oui, je sais. C'est des lieux de prélèvement. Tout reste, c'est des lieux de prélèvement. Ouais. C'est tous pareil. Un site centralisé. Ouais. C'est tous pareil. Tous. Et encore, quand c'est de Reims à Besançon, ça va. Mais dans les campagnes... Donc ça, c'est un vrai problème. Du coup, c'est embêtant. Vous faites une vérification. Vous avez quelque chose. En dessous de 6, on ne regarde pas la kaliémie. Oui, non. Non. Ça, c'est les études des molécules qui vont peut-être arriver. Donc, Fidelio, Figaro, c'est les analogues des minéralocorticoïdes. Donc, c'est des patients qui avaient des maladies rénales chroniques stade 2 à 3, donc pas très sévères, diabétiques, sous IEC, dose max, avec des traitements qui augmentent encore la kaliémie. Et la reco, c'était d'arrêter si plus de 5,5. Donc, la kaliémie moyenne est plus élevée sous les traitements de l'étude. Il y a assez peu d'hyperkaliémies qui ont conduit à l'arrêt du traitement. 2% et 1% d'hospitalisation. Et quand on regarde les facteurs de risque d'hyperkaliémie, donc plus la kaliémie basale est élevée, plus il y a de risque d'hyperkaliémie. Ça, c'est pas très surprenant. Plus le DFG est bas, plus il y a de risque d'hyperkaliémie. Bon, chez les patients moins de 25 millilitres minute, c'est x2 le risque d'hyperkaliémie, c'est pas gigantesque. L'utilisation d'IEC à pleine dose ne change pas le risque d'hyperkaliémie, qu'il soit en dessous de la pleine dose, intermédiaire ou au maximum. Et ce qui protège de l'hyperkaliémie, c'est les inhibiteurs de SGLT2 et l'utilisation de diurétiques. Donc, chez les patients hypertendus, il ne faut pas hésiter à ajouter en deuxième ligne un diurétique qui va du coup les protéger de l'hyperkaliémie. Donc, au stade sévère, je vous ai dit, on ne les arrête pas. Ça, c'est arrêt versus on continue l'IEC pour des patients qui ont une MRC sévère à moins de 30 millilitres par minute. Mortalité, toute cause, 13 fois plus importante à 5 ans. Mortalité, le MACE, c'est mortalité cardiovasculaire plus les événements cardiovasculaires x 12. Un peu plus de risque de démarrer la suppléance. Et dans d'autres études, ça c'est une étude randomisée contrôlée qui est un peu plus solide, où finalement le risque de démarrer la suppléance, il n'est pas changé en fonction de si on arrête ou si on continue les IEC. Donc il faut traiter l'hyperkaliémie et normalement on doit pouvoir continuer les IEC jusqu'au démarrage de la dialyse et encore après.
IEC grossesse, donc ça je vous ai dit, risque tératogène au premier trimestre, hein, donc il faut vraiment que les femmes sous IEC aient une contraception et s'il y a un désir de grossesse, qu'elles en parlent avec leur médecin traitant, gynéco, néphrologue, n'importe qui, mais il faut qu'elles en parlent. Donc en pratique, ne pas oublier le bilan de contrôle 15 jours après le début du traitement. Voilà, éventuellement, s'il n'a pas été prescrit, que vous avez des patients comme infirmières ou quoi, vous pouvez leur dire d'aller voir leur médecin pour le prescrire. Arrêter transitoirement le traitement en cas de déshydratation et la contraception chez les femmes. Les inhibiteurs de SGLT2, je ne vais pas vous embêter trop avec les études qui circulent un peu partout. On a 2 études qui sont vraiment dédiées à la néphroprotection avec ces molécules. Bon, il y a 2 molécules sur le marché. On a un risque d'insuffisance rénale terminale, doublement de la créate, décès de cause cardiovasculaire, décès de cause rénale ou démarrage de dialyse qui est diminué de 40% dans cette étude et de 30% dans l'étude avec l'autre molécule, avec à peu près le même critère. Et ça, c'est en plus des IEC. Dans les critères d'inclusion, il fallait que les patients soient sous IEC pleine dose. Donc, c'est vraiment un bénéfice cumulé des 2 molécules. Le bénéfice est plus important s'il y a une albuminurie importante, mais il est existant dans toutes les catégories de population. Alors, une petite question pratique sur les précautions d'usage. Toc. Donc, est-ce qu'il y a un risque d'hypoglycémie quand on a introduit un inhibiteur de SGLT2? Est-ce qu'il y a un risque d'acidocétose en cas de diabète, s'il n'y a pas de diabète? Est-ce qu'il faut arrêter définitivement le traitement après une infection urinaire? Est-ce qu'il y a un risque de déshydratation? Est-ce qu'il faut baisser le traitement antihypertenseur? Est-ce que si la fonction rénale se dégrade, on arrête le traitement, on tolère, on s'inquiète, on appelle le néphrologue au secours? Ou... Est-ce qu'il y a un risque de crise de goutte? Est-ce qu'on peut les utiliser en cas de diabète de type 1? Est-ce qu'ils sont efficaces uniquement dans la néphropathie diabétique ou dans toutes les néphropathies? Alors effectivement, dégradation de la fonction rénale, il faut qu'on la tolère. Risque d'acidocétose diabétique, même en l'absence de diabète. Donc ça, c'est démontré dans les études. Risque de déshydratation. Parfois, il faut baisser le traitement antihypertenseur, pas toujours. Contre-indication formelle en cas de diabète de type 1. Donc au début de la commercialisation, on n'en voyait jamais. Maintenant, on en voit de temps en temps qui sont sous inhibiteurs de SGLT2. C'est quand même assez risqué parce que les types 1 ils font déjà beaucoup d'acidocétose. Avec le traitement, ça augmente encore le risque. Donc, risque d'hypoglycémie, non. Alors, déjà, il n'y a pas du tout d'impact sur la glycémie chez les patients qui ont un DFG en dessous de 40. Donc, chez ceux-là, dans le diabète, ça ne marche pas. Donc, ça ne fait pas du tout baisser la glycémie. Et chez les autres, parfois, on est obligé de diminuer un petit peu les traitements hypoglycémiants. Mais ça, c'est uniquement chez les patients qui ont des traitements hypoglycémiants, donc pas chez ceux qui ont de la metformine, des analogues de GLP-1, etc. C'est vraiment Novonorm, insuline, les sulfamides. Donc ceux-là, parfois, il faut baisser un petit peu les doses, mais normalement, on n'a pas de souci. Le risque d'acidocétose, il est multiplié par 2,5 dans les études quand même. Donc, les recommandations, c'est déjà d'y penser, donc de se rappeler les symptômes de l'acidocétose. Les facteurs de risque principaux, c'est le jeûne. Donc, il est recommandé de les arrêter, y compris quand il y a une intervention chirurgicale. Et la carence insulinique, donc les diabétiques type 2 sous insuline sont un peu plus à risque que les patients sans insuline, mais ça ne fait pas une contre-indication pour autant. Les types 2 sous insuline, on peut les mettre.
et donc contre-indication dans le diabète de type 1, ça je vous l'ai déjà dit. Le risque d'infection urinaire, en fait, c'est surtout les infections génitales qui sont multipliées par 3,5. Il n'y a pas du tout de nécessité d'arrêter le traitement, certainement pas après un événement unique d'infection urinaire. Les infections urinaires, c'est extrêmement fréquent. Ce n'est pas parce que le patient il fait une infection urinaire qu'on va le priver de la néphroprotection. Il y a des règles diététiques, hygiéno-diététiques à donner aux patients pour limiter le risque d'infection génitale. Nous, on a peu de problèmes. Hein. Les diabétos ont un peu plus que nous, mais nous, en néphro, on a vraiment peu de problèmes infectieux. Il y a une vraie baisse de la volémie. Donc, chez les patients qui sont un petit peu en surcharge, comme on voit souvent dans l'insuffisance rénale, ça va plutôt nous aider. Chez les patients qui sont déjà un petit peu limite en termes d'hydratation, ils peuvent se déshydrater un petit peu. Donc, quand ils ont des diurétiques, parfois, soit on les laisse et on voit ce qui se passe avec le bilan de contrôle à J15, soit on les arrête et on voit après s'il faut les remettre. Voilà, sur la pression artérielle, c'est en moyenne dans les études moins 4,4 mm de mercure sur la systolique, ce qui n'est pas négligeable si on compare avec les autres traitements antihypertenseurs qui ont vraiment leur principale action sur la pression artérielle. On est entre moins 8 et moins 10 mm de mercure sur la systolique. Là, on est moitié, donc c'est toujours bon à prendre. Le risque d'IRA, il existe. Donc, la baisse de fonction rénale, elle est quasiment attendue quand on débute le traitement. C'est un peu comme les IEC. On va diminuer un peu la filtration rénale, diminuer l'hyperfiltration, mais c'est réversible à l'arrêt du traitement. Et si on regarde sur le long terme, c'est plutôt ça qui nous intéresse. On a une progression de l'insuffisance rénale qui est moins importante. Donc moi, ce que je dis à mes patients, ça je leur montre en consultation aux patients, parce qu'ils regardent leur DFG attentivement souvent. Donc je leur dis, votre DFG, il va baisser. Vous allez avoir l'impression que vos reins vont moins bien, mais ce qui nous importe, c'est qu'on vous protège du risque de la dialyse et on protège votre cœur. Et quand on leur dit que ce n'est pas grave d'avoir une fonction rénale moins bonne, ce qui nous intéresse, c'est surtout de leur éviter la dialyse, ils comprennent bien. Donc, c'est à peu près 30% des patients qui font une petite insuffisance rénale aiguë. Il y en a 40% qui ne bougent pas et puis 30% qui ont un truc un peu intermédiaire. Les facteurs de risque, c'est l'utilisation de diurétiques et c'est tout, parce que les autres choses, ce n'est pas significatif. Hop. Ce n'est pas que dans le diabète, les inhibiteurs de SGLT2. Maintenant, le bénéfice, il est clairement démontré dans toutes les néphropathies. D'ailleurs, les 2 études que je vous ai montrées au début, ce n'est pas de la néphropathie diabétique. Hein, ça ne faisait pas du tout partie des critères d'inclusion. Il y a encore à ce jour une seule néphropathie dans laquelle on ne l'utilise pas, c'est la polykystose. Parce que chez l'animal, il y a des données qui montrent que la molécule augmente la progression des kystes. Et donc, ces patients ont été exclus. C'est la seule néphropathie qui a été exclue des études Princeps. Donc, il y a un PHRC qui est en cours au niveau national pour qu'on sache un petit peu quoi faire. Mais pour le moment, on ne leur propose pas les inhibiteurs de SGLT2 dans la polykystose. Bon, ça, c'est des patients qui, normalement, doivent être suivis en néphrologie. Mais il y en a peut-être qui sont réfractaires, donc ne leur mettez pas les inhibiteurs de SGLT2. Il y a une diminution du risque de goutte. Bon, c'est toujours bon à prendre. Hein. On a souvent des patients qui sont avec un syndrome métabolique. L'insuffisance rénale, ça augmente le risque de goutte. Donc là, on a une petite diminution. Et puis voilà. Les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes, je vous en montre juste 2 mots. Ça s'appelle la finérénone. Vous verrez peut-être ça arriver sur le marché dans quelques temps. Pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Ils se sont fait encore retoquer. Il y a 3 études, en fait, il y a 2 études et puis une étude qui poule les 2 autres qui montrent une réduction du risque de progression de la maladie rénale et du risque de morbimortalité cardiovasculaire de 23 et 14%. Et donc, c'est en plus des IEC.
Par contre, ça a été fait en même temps que le déploiement des inhibiteurs de SGLT2, donc ce n'est pas en plus des inhibiteurs de SGLT2. Donc voilà, donc ça va peut-être arriver. Vous verrez peut-être des patients qui ont ça dans quelques temps. Je ne vous en dis pas plus. L'étape suivante, vous m'arrêtez hein, s'il y a besoin. Hein. En plus des médicaments, vraiment là, on est dans le dur du truc de prescription. Il y a le contrôle de la pression artérielle. Donc là, il y a encore une question qui est peut-être un peu médicale. Je suis désolée. Hop. Je peux vous le remettre, le QR code, s'il y a besoin. Je ne pense pas, non. C'est bon. Il est d'accord. Ah mince, vous pouvez déjà plus voter. Ah ben désolée, c'est parce que je l'ai fait passer tout à l'heure. Bon ben c'est pas grave, on va repasser directement sur le diapo. Hop. Donc, sur le traitement médicamenteux de l'hypertension artérielle, en première intention, sans aucune surprise, c'est les IEC et les ARA2. Donc, avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. En deuxième et troisième ligne, on utilise plutôt en première intention les diurétiques de type thiazidique ou les inhibiteurs calciques. Nous, on a plus tendance à mettre les diurétiques parce que ça nous aide à gérer la kaliémie, en fait, tout simplement. Ensuite, on augmente progressivement la posologie. On utilise, si possible, les formes combinées. Alors, les combinés diurétiques IEC ou ARA2, c'est pas mal parce que les patients ils peuvent arrêter les deux molécules en même temps quand il y a une déshydratation, alors que si on fait IEC inhibiteur calcique, ils sont obligés d'arrêter aussi l'inhibiteur calcique pour pouvoir arrêter l'IEC quand ils ont une déshydratation. C'est un petit peu moins pratique, mais il faut leur faire de l'automesure tensionnelle si possible. Parce que la mesure au cabinet, je ne sais pas comment vous travaillez, mais moi, je ne peux pas faire une vraie mesure de tension avec le patient qui ne parle pas, qui est allongé depuis 5 minutes, etc., etc., qui en plus n'est pas stressé par ce que je vais lui dire. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on arrive de plus en plus à en faire aux patients. Les tensiomètres, ils peuvent être remboursés par certaines mutuelles, donc n'hésitez pas à leur faire des ordonnances. Si possible, il faut qu'ils préfèrent un brassard plutôt qu'un poignet. Nous, on recommande le poignet uniquement pour les patients qui ont des gros bras, pour qu'ils ne trouvent pas de brassard de taille adaptée. Et par contre, il faut qu'ils arrêtent avec les montres connectées, les smartphones qui prennent la tension quand on met son doigt là, et les je ne sais quoi qu'est-ce. Parce que ça ne marche pas. Voilà. Donc, il faut rabâcher tout le temps les recommandations dans l'automesure parce que c'est quand même beaucoup de temps à passer pour qu'ils fassent des automesures fiables dans les bonnes conditions, qu'ils comprennent bien ce qu'il faut recopier, qu'ils soient confortablement installés, etc., etc. Mais on y arrive. Il y a une petite appli, je vous ai mis là, qui est gratuite, qui est faite par la Société francophone d'hypertension artérielle, qui est très bien faite, avec la petite musique d'ambiance, relaxation, l'interprétation des résultats. Ça calcule la moyenne, c'est toujours ça de gagner pour nous quand on reçoit les relevés. Voilà. Et puis, je vous ai mis ici les recos de la SFHTA aussi en termes de tensiomètre validé et les prix indicatifs. Donc, ce n'est pas excessivement cher un tensiomètre. Pour 50 €, ils ont un truc qui est correct. Alors, ça reste un coût. Et puis, il y a
une vidéo sur YouTube et le site automesure.com où il y a plein de trucs pour les patients hyper intéressants. En plus du traitement et des médicaments, il ne faut pas oublier le reste, c'est-à-dire le sel, enfin supprimer le sel plutôt, l'activité physique, ça fait baisser la tension, l'observance thérapeutique. Et donc, il faut leur poser la question de comment ils supportent le traitement, parce que s'ils ne le supportent pas et qu'on ne pose pas la question, bah, ils arrêtent tout simplement de le prendre et ils ne disent jamais rien à personne. Il faut privilégier bien sûr les formes de demi-vie longue pour qu'ils aient qu'une seule prise par jour, les formes combinées. Il faut dépister aussi la consommation de substances précives. L'alcool, c'est les trucs qui font monter la tension. Donc l'alcool, les stupéfiants, cannabis, amphétamine, cocaïne, les anti-inflammatoires, la pilule, en particulier les pilules œstroprogestatives. Donc nous, on recommande pour les patients qui ont une maladie rénale chronique, je crois que dans l'HTA, c'est pareil, plutôt les microprogestatifs, la réglisse, les corticoïdes, les vasoconstricteurs nasaux, qui, je crois, sont passés sur prescription médicale maintenant. Enfin et penser à dépister le syndrome d'apnée du sommeil ou au moins poser la question aux patients s'ils ronflent, si leur conjoint n'a pas remarqué qu'ils s'arrêtent de respirer. Et, vous aviez une question? C'est les Dérinox, c'est ça, les vasoconstricteurs nasaux? Ah, c'est les trucs qu'on met dans le nez, et les Humex rhume et je sais pas quoi, là. Alors, c'est vachement bien quand on a le rhume, d'un coup, on re-respire. Mais alors, il y a la face cachée. Voilà. Mais c'est depuis pas longtemps que c'est sur prescription. Et c'est une excellente nouvelle. Comment? Ouais, c'est... Nous, on se battait contre ça et les gens nous disaient « Ah bon, bah, je ne savais pas que je n'avais pas le droit d'en prendre. » Ouais. On était passé sur vraiment des cas, en fait. Parce qu'on était sensibilisés depuis des années. Oui, oui, bah, je sais bien, ouais. Mais les gens, ils ne disent pas toujours tout aux pharmaciens. Surtout quand ils vont dans une pharmacie où ils ne sont pas clients d'habitude. Oui, ok. Il n'y a pas de problème particulier. Non. Donc après, si tout ça, ça ne marche pas, donc, on parle d'HTA résistante quand il y a une trithérapie à dose maximale tolérée comportant au moins un diurétique de type thiazidique à bonne dose. On vérifie l'observance. Il y a certains médicaments qu'on peut doser. Alors, pas en laboratoire de ville parce que ce n'est pas remboursé, mais au CHU, on peut en doser certains. On vérifie l'hygiène de vie. Pour les patients qui ont une MRC stade sévère, il faut souvent rajouter un diurétique de lance parce qu'il y a une grosse part d'hypertension liée à la surcharge hydrosodée. Donc, souvent, ça aide. On rajoute les bêta-bloquants s'ils sont un peu tachycardes. Et puis, si tout ça, ça ne marche pas, et surtout pour les collègues généralistes, il y a le docteur Deliège chez nous qui a ouvert un centre de compétences hypertension artérielle. Donc, il a une consultation dédiée. Il envoie tout un tas de trucs aux patients à remplir pour avoir vraiment toutes les infos sur l'historique de la tension. Il leur fait faire une MAPA avant de venir, un bilan. Il les prend en HDJ pour faire vraiment tout le check-up complet. Donc, vous avez toutes les infos sur le site internet du CHU. Oui, quand même. Et, après, la grosse majorité, effectivement, c'est des problèmes d'observance. Alors après, il faut peut-être trouver le bon traitement qui convient aux patients. Après, des HTA résistantes, ouais, on en a quand même quelques-unes, des HTA secondaires. Hein. Des hyperaldos, il en diagnostique régulièrement. La diététique, donc ça, c'est les recommandations diététiques dans la maladie rénale. Donc, limiter le sel, voilà. Adapter les protéines, donc on ne fait pas de régime hypoprotidique, mais déjà, quand on arrive à normaliser leurs apports en protéines, c'est déjà quand même un grand pas parce que
Les recos, c'est 0,8 grammes kilo jour de protéines. La moyenne de ce qu'on voit chez nos patients, alors ça dépend de l'âge, mais plutôt à 1,5, ouais. Et donc après, dans la maladie rénale chronique de stade sévère, on peut faire du régime hypoprotidique, mais là, il faut un accompagnement avec une diète quand même. Et on va jusqu'à 0,6, ça c'est assez facile. Et on peut aller encore plus bas avec des compléments d'acides aminés essentiels. Mais là, ça relève quand même vraiment de la spécialité. Alors, l'hydratation, ouais, il faut que les patients boivent. Ce n'est pas le nerf de la guerre. Ils arrivent tous dans notre bureau en disant « Mais je lui dis qu'il faut boire, je lui dis qu'il faut boire. » Oui, non, vous ne vous énervez pas. 1 litre, 1,5 litre par jour, c'est très bien. Il y a le café en plus, le potage du soir ou les crudités l'été. Le traitement, ce n'est pas l'hydratation. Une alimentation équilibrée, activité physique régulière. On ne donne plus aujourd'hui ni aucune restriction sur le potassium, ni sur le phosphore. Ça, c'est vraiment uniquement en fonction de la prise de sang et c'est au stade très avancé de l'insuffisance rénale. Méfiez-vous des restrictions inutiles et méfiez-vous surtout de ce que les patients lisent sur Internet. Donc, j'ai fait vite fait, 5 minutes. Je suis tombée sur insuffisance rénale, les 9 aliments interdits, le fromage de chèvre, les œufs, la viande, le sucre, l'alcool, le chocolat, le café, le coca, le sel, en 9e. Voilà. Et donc ça, c'était un truc avec, vous savez, où il faut cliquer pour voir à la 2e diapo. Donc ça m'a mis, je ne sais pas combien de temps pour arriver jusqu'au bout et trouver le sel. Il était temps. Donc des listes à n'en plus finir d'aliments interdits. Donc hier, j'ai vu une dame qui m'a dit ah bon, j'ai le droit de manger des fraises? Oui. Donc voilà. Et les gens, ils pensent bien faire. Donc, demandez-leur vraiment ce qu'ils ont lu sur Internet parce que sur les reins, l'alimentation et les reins, il y a tout et n'importe quoi. Donc, je vous ai remis la diapo sur le sel. Pour estimer les apports sodés, nous, on regarde la natriurèse de 24 heures quand on fait des bilans de 24 heures. Donc, si vous avez des patients qui sont suivis en néphro, vous verrez qu'on leur demande des bilans urinaires de 24 heures. Et donc, si la natriurèse, elle est à 100 millimoles par 24 heures, ça veut dire qu'ils mangent à peu près 6 grammes de sel, qui sont conformes aux objectifs. Et pour les protéines, on regarde l'urée urinaire. Et donc, je vous ai mis ici le risque de progression de la maladie rénale en fonction des apports protéiques normalisés au poids. Donc, plus c'est bas, moins il y a de progression. Plus c'est élevé, plus il y a de progression. Et le shift, il est à peu près à 1, un peu en dessous de 1. Ouais. Bah, je ne sais pas s'il faut augmenter à 1 gramme. Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. Souvent, les personnes âgées, ils sont à nettement moins que 0,8. Nous, on a maintenant un suivi diète annuel chez les patients qui sont au stade sévère. Alors, c'est des patients qui ont une maladie rénale de stade avancé, mais souvent, elles leur font augmenter les apports protidiques parce qu'ils sont en dessous des recommandations. Après, je ne connais pas les recommandations des gériatres. En tout cas, dans la maladie rénale chronique, c'est 0,8. En gériatrie, je ne sais pas. Mais, et il n'y a pas tellement d'augmentation du risque de sarcopénie. Enfin, toutes les études en néphrologie où on fait du régime légèrement hypoprotidique à 0,6, il n'y a pas d'augmentation de la sarcopénie. Il y a un risque de dénutrition parce que les gens ne compensent pas avec un apport calorique suffisant. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un suivi diète pour que l'apport calorique soit suffisant. Mais ce n'est pas le simple fait de la diminution de la ration protéique. Quand on diminue la ration protéique avec un apport calorique maintenu, il n'y a pas de complications. Mais il faut que ce soit encadré. Le risque cardiovasculaire, bon, je ne suis pas rentrée dans les détails. Il faut qu'ils arrêtent de fumer, il faut qu'ils bougent, il faut traiter les dyslipidémies, il faut dépister, traiter le diabète. Voilà, vous connaissez tous ça, je pense. Sur les complications de la maladie rénale, donc, je me suis centrée sur quelques
quelques éléments qui me paraissaient importants. Donc, la iatrogénie. Donc, souvent, quand on pense iatrogénie dans la maladie rénale chronique, on pense risque de toxicité rénale. Ah là là, les médicaments, ils vont détruire mes reins ou ils vont détruire les reins de mon patient, etc. Donc, effectivement, il y a certains médicaments qui sont néphrotoxiques, donc les anti-inflammatoires, notre ennemi numéro 1. Il y a des antibiotiques qui sont néphrotoxiques, mais bon, en général, quand on les met, c'est qu'on en a besoin. Il y a l'iode. Je vous ai mis 2 diapos après, on va en reparler. Et puis surtout, il y a le risque de surdosage aussi. Et ça, c'est quand même beaucoup moins pris en compte. Donc aujourd'hui, on recommande d'adapter les posologies en utilisant la formule CKD-EPI, mais il faut la désindexer de la surface corporelle. Quand on vous rend un résultat de CKD-EPI, c'est 30 millilitres par minute pour 1,73 m² de surface corporelle. C'est ça l'unité standardisée du laboratoire. Donc, en fait, si vous voulez réellement adapter finement la posologie du traitement pour votre patient, en particulier s'ils n'ont pas un gabarit standard, il faut calculer leur surface corporelle et rapporter leur DFG indexé à la surface corporelle, à leur vraie surface corporelle. Parfois, ça fait des grosses différences quand on a des tout petits gabarits ou des très gros gabarits. Il faut être particulièrement méfiant avec 3 familles de molécules, les anticoagulants oraux directs, Eliquis, Xarelto, Pradaxa, les antibiotiques, quasiment tous, et les antidiabétiques, pareil, beaucoup d'antidiabétiques oraux s'adaptent à la fonction rénale. Pour l'iode, alors, ça, c'est une étude qui a évalué le risque d'insuffisance rénale aiguë après une injection de produits de contraste iodé. Donc, c'est les grandes études américaines sur des bases de données. Il y a 5 millions d'hospitalisations. Ça est toujours hyper impressionnant. Et donc, ils ont regardé sur tous les motifs d'admission entre si les patients avaient reçu de l'iode ici en rose ou pas d'iode ici en bleu, le risque d'insuffisance rénale aiguë pendant l'hospitalisation. Et donc, en fait, effectivement, parfois, ça augmente le risque quand on reçoit de l'iode. Mais parfois, vous voyez, dans l'AVC, recevoir de l'iode, ça protège de l'insuffisance rénale. Parce que les patients, ils sont… Et dans le syndrome coronarien aigu, là, c'est encore plus flagrant. Bah ouais, quand le patient il fait un infarctus et qu'on ne fait pas la coro, eh ben, on ne protège pas ses reins. Donc oui, l'iode, c'est néphrotoxique, mais priver les patients d'examens dont ils ont besoin, c'est dangereux pour leurs reins et pour leur vie. Donc, il ne faut pas contre-indiquer l'iode chez les patients. Si on peut faire autrement, il faut faire autrement. Et si on ne peut pas faire autrement et que ça va avoir un impact sur la prise en charge, il faut faire l'injection d'iode. Et deuxième question, est-ce qu'il faut les hydrater avant de faire une injection d'iode ? Donc ça, c'est une étude prospective, donc il n'y a pas beaucoup de patients, mais bon, c'est quand même méthodologiquement intéressant. Des patients qui ont une MRC de stade modéré, entre 30 et 60 minutes. Ils ont été randomisés entre les patients qui recevaient 1 litre de sérum Phi ou rien. Et ils ont regardé le risque de faire une insuffisance rénale aiguë. Donc déjà, sur le risque d'insuffisance rénale aiguë, pas de différence. Sur la mortalité, pas de différence. Par contre, sur le risque d'OAP, une grosse différence. Donc, il faut faire attention à l'hydratation systématique. La vraie prévention, c'est d'éviter la déshydratation. Et donc, si vous avez un patient qui a tendance à pas beaucoup manger, qui est un peu âgé, qui n'est pas en super forme, il vaut mieux lui arrêter ses diurétiques et lui dire, nous on dit souvent aux patients de boire de l'eau de Vichy pour ne pas les hospitaliser ou les faire venir à l'HDJ, ou de manger volontairement plus salé les jours avant l'injection d'iode. Si votre patient il a une insuffisance cardiaque, clairement, n'arrêtez pas les diurétiques parce qu'il va vous faire l'OAP le lendemain de l'iode et il va finir à l'hôpital. Donc, il faut vraiment pondérer en fonction de la volémie du patient. Et par contre, s'il a la diarrhée 24 heures avant l'injection d'iode, peut-être on peut temporiser l'examen de 24-48 heures. Mais ça, les manips radio et les radios, ils commencent à bien connaître. Les antidiabétiques oraux,
il y a une augmentation du risque d'hypoglycémie avec beaucoup de molécules qui sont à élimination rénale, l'insuline, le novonorm, les sulfamides. Donc, je vous ai mis à droite les dernières recommandations d'adaptation de dose. Donc, ça, c'est les recommandations des diabétos, des différents antidiabétiques. L'acidose lactique sous metformine, ce n'est pas une légende, ça existe encore. Il y a des antidiabétiques qui sont plus efficaces au-delà d'un certain seuil, c'est les inhibiteurs de SGLT2, mais nous, on les utilise quand même pour protéger les reins. Et puis, il y a des études qui sont en train de sortir sur les analogues de GLP-1, donc l'Ozempic, Trulicity, etc., qui, en plus de leurs multiples vertus, sont également néphroprotecteurs. Donc, ils sont particulièrement recommandés quand il y a une maladie rénale chronique. Donc, l'acidose lactique, ça, c'est le registre de pharmacovigilance. Donc, je n'ai pas actualisé les données. C'est des données qui ont 10 ans, mais bon, vous voyez qu'il y a des déclarations quand même assez importantes. Et ça, c'est une étude qu'on a fait dans le service. Donc, c'est une étude multicentrique. L'interne qui a fait ça pour sa thèse, il a contacté tous les services de néphro de France. 173 cas recensés, avec une mortalité qui est quand même de 14%. Donc, non seulement ça existe, mais en plus, c'est vraiment grave pour de vrai. Donc, voilà. Et donc, les patients les plus à risque, c'est les patients qui sont… Donc, ça, c'est le risque d'acidose lactique chez les patients diabétiques avec ou sans metformine et non diabétiques en cas d'insuffisance rénale aiguë. Et les patients les plus à risque, c'est clairement les patients diabétiques sous metformine. Et donc, la recommandation, c'est d'arrêter la metformine quand il y a une hypovolémie, comme on arrête les IEC et les diurétiques. On arrête les IEC, ça limite le risque d'insuffisance rénale aiguë, mais en arrêtant aussi la metformine, on limite le risque en cas d'IRA d'acidose lactique. Comme ça, s'ils font l'insuffisance rénale aiguë, ils ont plus de chances de s'en sortir. Et ce n'est pas 4 jours d'arrêt de metformine qui va changer quoi que ce soit sur le diabète. Donc, il vaut mieux les arrêter pour leur éviter une hospitalisation. On en a au moins tous les 15 jours d'acidose lactique aux soins intensifs. C'est très fréquent. Les complications métaboliques de l'insuffisance rénale, alors je ne suis pas rentrée dans les détails parce que ça, en général, c'est des patients qu'on voit nous. Je vous ai mis simplement l'ordre d'idée d'apparition des complications. Donc, l'hypertension artérielle, c'est dès les premiers stades. Les désordres phosphocalciques, ça peut apparaître assez précocement. Les surdosages des médicaments dès le stade 3. L'anémie, c'est plutôt vers 40 minutes. Ils sont aussi plus à risque de carence martiale parce qu'il y a une diminution de l'absorption digestive du fer qui est déjà pas terrible. L'acidose, c'est plutôt les stades 4. Et l'hyperkaliémie, vous voyez, nous, on est surtout embêtés, c'est au stade 5. Et puis l'OAP, souvent, c'est quand il faut démarrer la dialyse, quoi. Le risque infectieux, il y a une immunodépression associée à la maladie rénale chronique, donc il y a une augmentation du risque infectieux. Et en plus de ça, il y a une augmentation du risque de progression de la maladie rénale après un événement infectieux. Donc il faut vraiment être vigilant sur ce point. Il y a tout un tas de vaccinations recommandées. Donc la grippe à l'automne, le Covid, c'est recommandé tous les 6 mois au stade 3. Le pneumocoque, donc maintenant, on a le vaccin Prevnar 20 qui est recommandé. Donc, s'ils ont déjà été vaccinés, il faut attendre au moins 5 ans. Pour l'instant, on n'a aucune recommandation de rappel. Donc, je ne sais pas. L'hépatite B, on vaccine essentiellement les patients qui sont à risque d'évoluer vers la dialyse. Dans quasiment tous les centres de dialyse, on a des patients qui ont une hépatite B active. Donc, le risque de transmission dans un centre de dialyse, il existe. Ce n'est pas une légende. Et il faut les vacciner avec une double dose. Donc, on leur fait 2 injections d'Angérix, AM0, M1, M6, M2 et M6. Et on refait la sérologie après. Et s'ils ne sont toujours pas au seuil d'anticorps, on refait encore une double dose. Donc, les pharmaciens sont des fois un petit peu surpris. Il y en a qui refusent de délivrer.
Voilà. Donc, normalement, si on met bien, des fois, ils reviennent, ils disent, mon pharmacien, les infirmiers aussi, ouais. Alors, nous, ils nous disent plutôt, le pharmacien n'a pas voulu délivrer. Il m'a dit que c'était une erreur. Je dis, non, non, ce n'est pas une erreur, je suis sûre. Dites-lui qu'il m'appelle s'il a un doute. Et puis maintenant, on a le Shingrix, donc le vaccin contre le zona. On avait un vaccin vivant jusqu'à présent qu'on ne pouvait pas faire à nos patients. Et donc, nous, on le propose chez tous les patients qui ont plus de 65 ans avec une maladie rénale chronique ou, quel que soit l'âge, s'il y a un projet de transplantation. Et dans ce cas-là, le plus tôt possible, parce qu'on sait que plus ils avancent dans les stades de la maladie, moins ils répondent à la vaccination. Donc, il faut essayer de les vacciner, si possible, au stade 3A, quoi, quand ils ont encore une fonction rénale correcte. La grossesse, c'est possible de faire une grossesse quand on a une maladie rénale chronique, moyennant quoi c'est pas du tout dénué de risque. Risque de retard de croissance x5, risque de prématurité x5, risque de prééclampsie x10 et risque de progression de la maladie rénale chronique maternelle. Donc ça, il faut que les patientes soient informées. Donc on est, j'espère, plus à l'ère où on interdit aux femmes de faire des enfants sous prétexte qu'on est un grand docteur, mais il faut quand même les informer des risques. Et donc on a un collègue, Vincent Dupont, qui a monté une filière rein et grossesse. Donc il fait pas mal de recherches sur la pré-éclampsie et donc il fait aussi le versant clinique. Donc vous pouvez lui adresser les patientes, que vous soyez médecin ou pas médecin. Il fait des consultations préconceptionnelles pour toutes les patientes qui ont une maladie rénale chronique, quel que soit le stade, même si elles ont juste une albuminurie, qu'elles soient suivies ou pas par un néphrologue du service. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne les connaît pas et qu'elles n'ont pas besoin de néphrologue que vous ne pouvez pas les envoyer. Il les informe sur les risques, il les accompagne sur la planification de grossesse. Il fait du suivi perpartum mensuel qu'il a bien balisé avec les obstétriciens du CHU et collabore aussi avec Besanne, etc. C'est moins codifié, mais ça marche. Et il fait de la consultation aussi postpartum, en particulier les patientes qui ont un antécédent de prééclampsie, il faut lui adresser. La suppléance, je vous ai mis juste une diapo, juste pour vous faire un petit panorama de tous les traitements de suppléance qui existent. La greffe de rein, qui est le traitement qui offre aux patients la meilleure qualité de vie, la meilleure survie, et en plus, c'est le traitement le moins cher. Ce n'est pas souvent quand même, donc on peut faire dès 15 millilitres minute, pas besoin que les gens démarrent la dialyse avant d'être greffés. Et on fait de plus en plus de greffes à partir de donneurs vivants, y compris non apparentés. Ça marche pas mal. Et puis maintenant, on fait même du don croisé pour ceux qui ne sont pas compatibles. Donc ça, c'est une bonne option de traitement. Pour ceux qui ne peuvent pas être greffés du tout ou qui ne peuvent pas être greffés avant d'arriver en dialyse, il existe 2 méthodes de dialyse, l'hémodialyse et l'ADP. Donc l'ADP se fait à domicile, soit de manière autonome, soit assistée par une infirmière libérale. Il y a le traitement conservateur également, qu'on développe de plus en plus. Nous, on a un partenariat avec l'équipe mobile de soins PAL du CHU. Les patients qui choisissent de ne pas dialyser, on peut les accompagner, on peut les recevoir en HDJ avec l'équipe mobile de soins PAL s'ils le souhaitent. Eux, ils peuvent se déplacer au domicile. Et quand ils les connaissent, ils peuvent les recevoir en direct à l'USP quand il y a besoin pour assurer la fin de vie. Ça. On va passer rapidement à la fin du diapo. N'oubliez pas de les mettre en 100%. La maladie rénale chronique, c'est une ALD. Dès 60 millilitres minute, dès qu'il y a une protéinurie à plus d'1 gramme. Voilà. Je vous ai mis ici, vous aurez le diaporama, les patients à adresser en néphrologie. Donc, c'est les plus à risque d'évolution.
je vous ai mis ici le rythme de suivi clinique recommandé en médecine générale et en néphrologie. Donc, nous, on a une IPA dans le service qui nous aide à suivre les patients. Donc, on fait du suivi alterné, une consultation sur 2. Ça, c'est les chiffres réels de suivi des patients. Ils sont bien en deçà des recommandations. Ça, c'est le recours HAS. On va passer. Et juste rapidement pour vous dire, on a dans le service 2 programmes d'éducation thérapeutique. Un programme dédié plutôt néphroprotection pour les patients au stade les moins avancés de la maladie. Donc, on a une diète, une psychologue, une pharmacienne, une infirmière, bien sûr. Qui d'autre c'est tout. Voilà, avec tous les ateliers qui sont là. Et un programme qui est plus pour l'accompagnement vers le stade terminal de la maladie, préparation à la suppléance, préparation à la greffe, etc. Hop. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du forfait MRC? Non. Donc, depuis 2020, on va dire, on n'a plus de tarification à l'activité pour le suivi des patients qui ont une maladie rénale chronique de stade sévère. On a un financement en forfait annuel qui nous permet d'avoir une vraie équipe de suivi. Donc, on a des infirmières coordinatrices, on a une IPA, on a une diète, une psychologue, une assistante sociale et des secrétaires qui nous aident. Pour tous les patients qui sont à moins de 30 millilitres de DFG, ils sont suivis par toute cette équipe-là dans le service, ce qui nous permet d'optimiser largement la prise en charge. Donc, je vais vous parler peut-être un tout petit peu plus du rôle des infirmières coordinatrices avec qui vous interagirez peut-être, puisqu'elles sont vraiment devenues la pierre angulaire de l'accompagnement du patient. Donc, ça, c'est ce qu'elles font en consultation. Donc, elles nous font tout un vrai recueil de coordonnées, les aidants, le médecin traitant, les spécialistes, l'infirmière libérale, la pharmacie, le laboratoire. Bon, la personne de confiance, les directives anticipées. Elles vérifient les vaccinations, donc elles vous enverront peut-être le calendrier des recommandations vaccinales des patients. Elles ont un petit questionnaire de dépistage des difficultés sociales et de dépistage de l'anxiété et de la dépression. Elles les forment à l'autosurveillance. Elles font bien évidemment de l'éducation thérapeutique sur la néphroprotection. Et c'est également elles qui les accompagnent sur le choix de suppléance quand ça devient nécessaire. Et elles coordonnent tout le parcours. Donc, c'est elles qui aident les patients à identifier qui fait quoi dans l'équipe, parce que là, comme on commence à être un peu nombreux, avant, ils ne voyaient que le néphrologue, c'était facile. Maintenant, ils voient beaucoup de monde, donc ils sont un peu perdus. Mais elles sont là pour les orienter. Elles les orientent s'il y a besoin vers la psychologue, vers l'assistante sociale, vers l'activité physique. Donc, elles font la promotion de Prescrimo, vers la tabaco, etc. Et puis, elles les accompagnent pour le choix de suppléance. Donc, ça, c'est notre parcours avec, vous voyez, en fonction des étapes, le KTDP, la visite du domicile, etc. Elles les appellent pour savoir comment ça va, comment ça s'est passé, où ils en sont, est-ce qu'ils ont des questions, etc. Donc, pour l'ADP, pour l'hémodialyse. Ça, c'est les chiffres de notre file active. Donc, on a un peu plus de 1000 patients là, cette année. Ça ne fait qu'augmenter depuis la mise en place. Ça, c'est les comorbidités. Donc, vous voyez qu'on a des patients qui ne sont pas en excellente forme. Plus de 50% de diabétiques, plus de 50% de patients qui ont déjà une atteinte cardiovasculaire, 10% de patients qui ont un cancer actif. Donc, voilà. Dans le forfait MRC, on fait du télésuivi. On essaye de les connecter le plus possible. On récupère au moins les bilans. Enfin, on est en train de mettre en place plutôt, mais ça va se faire, c'est bien parti. On a également une possibilité de téléexpertise. Donc, actuellement, on est sur Parceo. Il y a toujours le truc du CHU qui s'appelle Mon Accès Pro qui marche toujours. Bon, je ne reçois absolument aucune demande, donc ça ne prend pas pour l'instant. Parceo, ça prend un petit peu? Non, 0 demande depuis la mise en place. Mais là, vous allez passer sur... Et là, on va passer sur Omnidoc, mais je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas où ça en est.
Voilà. En tout cas, en attendant, vous pouvez me solliciter sur Parceo ou sur mon accès pro. La télexpertise, je ne sais pas si vous savez, mais c'est valorisé du côté du requérant, du côté du requis. C'est tracé. Donc, c'est quand même mieux qu'un coup de fil qui tombe au milieu des consultes où personne n'a le temps, vous galérez pour nous joindre. Nous, on est occupé, on n'est jamais disponible, on répond à l'arrache comme ça. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques situations qui peuvent donner lieu à la téléexpertise. Moi, je suis particulièrement, on ne va pas dire énervée, mais ça m'agace un peu quand je reçois des patients en consultation qui sont sur leur brancard avec des troubles cognitifs, qui arrivent les mains dans les poches. On leur envoie une ordonnance de bilan qu'ils ne font pas en général. Et donc, moi, la consultation de néphro, quand je n'ai pas les antécédents, pas le traitement, pas de biologie, je suis un peu triste pour les patients, quoi. Je me dis qu'ils sont venus à l'hôpital pour rien. Et donc, les questions du médecin traitant en général ou du spécialiste, on va dire que dans 99% des cas, je peux y répondre par téléexpertise, quoi. Est-ce qu'il faut mettre de l'EPO c'est pas la peine de les faire déplacer, quoi. Laissez-les tranquilles. Voilà. Quelques diapos de conclusion qui remet un peu les idées essentielles. Voilà. Vous parlez de la surveillance tensionnelle. Alors, est-ce que c'est des patients qui ont le même objectif tentionnel que la population générale? 13-8, on dit. Alors après, je n'ai pas remis l'objectif parce que, autant on est raccord sur le dépistage, sur les objectifs tensionnels, il y a encore un peu de travail d'homogénéisation entre les sociétés françaises, américaines, internationales, les néphrologues, les cardiologues. Tout le monde y va de son objectif. Bon, je pense que si on met tout le monde à 13-8, ça sera déjà pas mal. Nous, en néphro, on a des études qui disent moins de 12 pour la systolique. Bon. Moi, je dis si on les met tous à 13, ce sera déjà bien. C'est difficile de les amener à 13? Ouais. On a plein de patients qui ne sont pas bien contrôlés. Une question. Ouais. Vous aviez parlé des problèmes de surdosage quand ils sont au stade 3 et des formules, il n'existe pas des sites pour nous aider juste à calculer. Oui, j'aimerais bien savoir le nom. GPR. Alors, le GPR, il va donner les recommandations d'adaptation de dose. Hein. Par contre, il ne va pas calculer si sur le site de la SFNDT, donc la Société francophone de néphrologie, il y a un calculateur de DFG. Et si on rentre le poids et la taille, il met le DFG non indexé à la surface corporelle. Et ce qui est pas mal aussi pour les patients, nous on l'utilise quand on fait des actions de dépistage, il met le DFG par rapport au DFG attendu selon l'âge. Parce que moi, une mamie de 80 ans, quand même 40 minutes de DFG, ça ne me traumatise pas plus que ça. Voilà. Du coup, j'en profite pour vous mettre la dernière diapo. On fait la semaine du rein chaque année au mois de mars. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. On était dans le hall de Cabrol, on a fait un peu de dépistage. Ils ont fait le quiz que je vous avais envoyé avant. Et on a un collègue qui est hyper sportif qui a fait le trail en forme de rein. Voilà. Et donc, on sera de nouveau là au mois de mars. Et donc, si vous avez des patients qui ont une maladie rénale, même s'ils ne sont pas suivis, il y a les diètes avec nous sur les stands, on a des infirmières, il y a des médecins, on a les gens de la RPDD, les associations de patients, etc., qui sont présents aussi pour renseigner les patients. Puis on fait un peu de dépistage. On a des trucs maintenant de dépistage comme la glycémie. On fait la mesure de créate au bout du doigt, qu'on a le résultat tout de suite. C'est un peu gadget, mais ça permet
leur montrer leur truc. Voilà. Ça arrive quand même une fois en salle de dialyse, mais c'est quand même des patients assez fatigués. Est-ce que vous attendez que ce soit eux qui réfléchissent l'intérêt de la dialyse et jusqu'où on va, ou est-ce qu'il y a ça vient parfois de vous? Ça vient souvent de nous. Beaucoup avec mon médecin général. Ouais. Des questions. Ouais. Alors, moi, je ne tourne pas en dialyse, mais ils se plaignent que c'est fatigant, mais quand on leur demande s'ils veulent arrêter, ils ne veulent pas. Après, c'est souvent nous qui le questionnons quand ils sont hospitalisés, en particulier parfois dans des situations assez complexes, mais il faut vraiment qu'ils soient en inconfort important. C'est très compliqué d'arrêter la dialyse quand ça a été commencé. On a une collègue qui est formée aux soins palliatifs dans l'équipe, qui aimerait bien faire une consultation systématique 3 mois après le démarrage pour re-questionner justement le démarrage de dialyse. Mais pour l'instant, ça ne se fait pas. Alors là où on a progressé quand même, c'est que maintenant, on parle systématiquement du traitement conservateur à tous les patients, parce que jusqu'à présent, certains néphrologues n'osaient pas trop en parler, ou disaient c'est la dialyse ou la mort, alors vous n'êtes pas obligé, mais vous allez mourir. Ouais, bon, d'un coup, vu comme ça, peut-être quand même faire la dialyse. Et maintenant, c'est les infirmières coordinatrices, du coup, qui en parlent avec les patients. Donc, elles ne le présentent pas de la même manière. Donc, on a de plus en plus de patients qui ne font pas de dialyse, je pense. J'ai une question. J'ai une patiente qui était hémodialysée et qui vient de passer en dialyse péritonéale. Ouais. Est-ce que c'est possible? Enfin, là, on voit qu'en fait, physiquement, elle souffre plus qu'en hémodialyse. Ouais. Est-ce que, c'est une question bête, mais est-ce qu'on peut passer de la dialyse péritonéale à repasser en hémodialyse? Dans l'absolu, il n'y a rien qui l'empêche. D'accord. Ça devient compliqué pour elle. On a commencé il y a quelques semaines. Après, faut voir avec l'équipe qui l'a. Ouais. Alors, parfois, les démarrages de dialyse péritonéale peuvent être aussi un petit peu compliqués, le temps de régler la bonne dose de dialyse, etc. On a beaucoup épuisé. Ouais. C'est une personne âgée déjà limitée. Et là, c'est vrai qu'on se posait la question avec ma collègue, de savoir si on peut repasser de la dialyse péritonéale. Oui, bien sûr qu'on peut. Après, ça veut dire soit lui remettre, donc là, si je comprends bien, à dialyser sur un cathé central. Là, elle est dialysée sur un cathé, voilà, elle a été enlevée, elle a un thrombus. Là, elle sort d'hospitalisation. On continue la dialyse péritonéale, là, mais elle nous a fait comprendre que c'était difficile, parce qu'on passe à 6 heures, on passe à... c'est des horaires qui sont beaucoup plus durs qu'au final, aller faire une hémodialyse 3 fois par semaine. Ça dépend des patients. Ouais. Mais après... c'est pas irréversible. Non, c'est pas irréversible. Pas du tout. Après, la DP, c'est beaucoup plus facile à personnaliser en fonction des patients. Donc, si c'est le problème des horaires, peut-être qu'on peut adapter la prescription pour qu'elle fasse moins de poche avec des horaires un peu moins difficiles pour elle. Il y a peut-être des choses à faire. Il faut en discuter avec l'équipe de la RPDD. Ouais. Normalement, ils sont relativement joignables. Ouais. Et l'espérance de vie, du coup. C'est difficile de répondre parce qu'il n'y a évidemment pas d'études randomisées. On ne peut pas se permettre de faire ça. Mais par contre, les études sur le traitement conservateur dialyse versus pas dialyse pour des patients à haut niveau de comorbidité, il n'y a pas toujours un gain de survie quand on fait la dialyse. Par contre, sur la qualité de vie, les patients qui viennent... Et encore, ici, sur le territoire, ils n'ont pas beaucoup de transport.
Mais nous, on a en hémodialyse des patients qui viennent de Saint-Dizier, qui viennent de Cézanne, qui font 2 heures de route pour venir, 4 heures de dialyse, 2 heures de route pour repartir. La journée, le lendemain, ils sont épuisés. Donc, le lendemain, ils dorment. Et puis, le surlendemain, ils remettent ça. Donc, ils ne vivent plus, en fait. Donc, après, quand ils disent que c'est faire un autre soin, je sais que des fois, vous faites 3 fois par semaine, mais que 2 fois. Ouais, après, ça dépend des... On essaye d'adapter un petit peu. Alors, après, on a des considérations bassement matérielles qu'on ne peut pas... nos centres de dialyse sont full, archi full. Là, nous, on dialyse en roulement de soir. Donc, on a des patients qui dialysent jusqu'à 23 heures. En particulier, en ce moment, tous nos démarrages de dialyse, c'est sur le roulement de soir, parce que la journée, on n'a pas de place. Donc, faire du 2 fois, on peut. Ça, c'est pas un problème. Mais faire du 2 fois sur des durées de dialyse plus longues, c'est plus difficile et c'est pas toujours bien supporté par les patients. Alors, les centres de dialyse, ils sont différenciés en centres lourds, où on a les patients les plus sévères, où il y a un néphrologue en permanence. Donc là, dans la région Champagne-Ardenne, il y a nous, Troyes et Charleville. Après, il y a les unités de dialyse médicalisées, où il n'y a pas la présence d'un néphrologue en permanence. Donc ça, c'est la RPDD. Donc, il y a une UDM à Reims, qui est rue Fernand-Brunet, à côté du Lidl, près de l'hôpital. Il y a une UDM à Saint-Dizier. Donc, à Saint-Dizier, le néphrologue qui y est, il n'y est que le lundi. Les autres jours de la semaine, il n'y a personne. C'est un néphro de Reims qui fait la route jusque Saint-Dizier 1 fois par semaine. Et après, on a des centres d'autodialyse. Mais ça, il n'y a pas de médecin sur place. Les patients, ils viennent en consultation à Reims 1 fois par mois, en général. Et là, on a un centre d'autodé à Reims, Châlons, Épernay. Et puis après, dans l'Aube et Saint-Dizier. Ben non, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais en termes d'effectifs, bon là en ce moment on sature un peu, mais on va augmenter un peu notre nombre de postes bientôt. Mais c'est surtout le problème de la distance, quoi. Mais, HAD, ils font ou pas des choses ou pas sur HAD, c'est-à-dire l'hospitalisation à domicile parce ouais. On a eu il n'y a pas longtemps la dialyse, c'est quand même beaucoup plus lourd qu'une simple. On parlait de perfusion en fait, du fer par exemple. Je disais que tu es en capacité de le faire. Ouais. Je ne sais pas si c'est peut-être bête comme question. Mais... Alors non, la dialyse, ils ne peuvent pas faire. La dialyse, il faut vraiment une infrastructure, un circuit d'eau osmosée, des machines, etc. On peut faire de l'hémodialyse à domicile, en hémodialyse quotidienne avec des machines spécifiques. Et ça, il n'y a pas besoin d'HAD. Les patients sont formés et autonomes. Et on n'a même pas, même si c'est une demande forte des patients et des sociétés savantes, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge pour une infirmière libérale pour la ponction de fistule. Donc, ils doivent se ponctionner eux-mêmes leur fistule. Donc, on les forme avec des techniques spécifiques, mais c'est un frein au développement de ça. Pour la DP, il n'y a pas besoin d'HAD. C'est fait au domicile, éventuellement avec une assistance d'une infirmière libérale. Donc, du coup, sur la dialyse, il n'y a pas de plus de l'HAD. Après, ils font du fer-injecte et ils font de la transfusion. Ils ont des délais qui sont un peu longs, quand même. Quand vous dites sur des zones géographiques comme Cézanne, il y a l'hémodialyse, il n'y a pas de possibilité, enfin, quels sont les critères pour au final, sur de la dialyse péritonéale, ça pourrait être fait aussi à domicile? Ouais. Alors, dans ces zones-là, alors déjà, il y a le choix du patient. Donc ça, voilà. On a encore beaucoup de freins à l'ADP de la part de personnes qui gravitent autour du patient. Ce qu'on entend, c'est « Ah bah, mon ambulancier m'a dit de pas faire, mon infirmière m'a dit qu'il fallait pas faire ça, mon pharmacien m'a dit qu'il fallait pas faire ça, un tel… » Donc, ils sortent
du rendez-vous avec l'infirmière et de notre rendez-vous en disant bah oui, le traitement à domicile, ça m'intéresse. Et puis, il y a quelqu'un qui gravite autour, qui n'est pas formé à l'ADP, qui ne se renseigne pas auprès de nous et qui dit non, il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai eu un patient, j'ai connu un tel, il a fait de l'ADP, il est mort. Bah oui, en même temps, ou ça ne s'est pas bien passé. Aller à l'hôpital, c'est mieux. Donc, on a quand même pas mal de retours comme ça. Et puis après, pour les patients qui ne sont pas autonomes, la difficulté qu'on a aussi dans les campagnes, c'est de trouver une libérale. Parce qu'en plus de la lourdeur du soin, il y a les trajets. Et puis déjà, les libéraux en campagne, ils ont déjà beaucoup bah ouais. Et des fois, on a des patients qui aimeraient bien la DP et qu'on ne peut pas mettre en DP parce qu'ils ne peuvent pas être autonomes et on ne trouve pas de libéral. Donc ça, c'est un frein quand même, des fois, assez important. Et puis, il y a plein de gens qui ne veulent pas de traitement à domicile. Parce qu'après, c'est à domicile, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe du côté logistique. Il faut avoir un peu d'espace. Il faut s'occuper, mine de rien, des livraisons parce qu'il ne faut pas se retrouver en panne de trucs et de machins. Donc, ça rajoute une charge mentale quand même qui est pas négligeable. Donc, ça, c'est vraiment l'accompagnement sur ce que font les infirmières, bien mieux que nous. C'est que vraiment, elles évaluent avec le patient son mode de vie et qu'est-ce qui va être le moins pire pour lui, quoi. Ouais. Le prestataire, c'est la RPDD, c'est eux qui organisent toutes les livraisons, etc. Et puis après, c'est des cabinets d'infirmiers libéraux qui se déplacent au domicile pour faire les... Oui, elles sont formées par les infirmières de la RPDD. Ah oui, oui. Oui, c'est un vrai investissement de... Effectivement, sur notre charge de travail, ça nous dégage 2 heures de plus. C'est lourd, hein. C'est une grosse prise en charge. Il suffit qu'il y ait même les RPDD sont hyper disponibles. Et c'est vrai qu'il faut dégager du temps. Ah ouais, c'est valorisé pour vous, infirmière libérale ou pas? Ça pourrait être mieux après. Est-ce qu'il met en valeur la cotation, en tout cas, de la nomenclature, je trouve, par rapport au temps passé. Au temps et à la logistique, c'est pas valorisé au max, mais on dira toujours c'est jamais assez valorisé. Mais non. C'est pour ça que je pense aussi que ça décourage beaucoup d'infirmiers. Ah bah, et puis... On a un temps qui est considérable et en plus de ça, c'est pas forcément... Après, on a parfois des patients qui peuvent faire une partie du soin tout seul et puis donc l'ADP, il y a le drainage du liquide d'épée. Ensuite, il faut déconnecter, mettre la poche à infuser. Donc, si l'infirmière, elle fait tout le soin, il faut passer une demi-heure, 3/4 d'heure auprès du patient quand ça va bien. Parfois, on a des patients qui peuvent juste se mettre en drainage et l'infirmière vient pour faire l'infusion et puis après, ils arrivent à se déconnecter tout seuls. Là, ça prend beaucoup moins de temps. Mais ça dépend du niveau d'autonomie des patients. Hein. Une dernière question. Ouais. Quand ils sont effectivement, on va dire, sur la fin, qu'il n'y a plus de dialyse, qui sont vraiment insuffisants rénales et qui font des décompensations cardiaques. Le furosémide, personne ne sait vraiment répondre, on suppute, on peut ou pas? C'est vraiment sur de l'inconfort. Non, on ne fait pas. Donc, jamais fait, jamais vu. Comme ça, ils demandent toujours à revenir à l'hôpital, évidemment. Sur des gens qui venaient Après, nous, les patients qui
ont fait le choix du traitement conservateur, qui ont fait le choix de ne pas dialyser et qui veulent toujours pas dialyser à la fin, si on est en fin de course et qui sont déjà sous diurétique Péros ou qui peuvent plus prendre les Péros, on les met sous hypno. Hein. S'ils sont en prise en charge palliative, on ne les met pas sous furo-IVSE, ces patients, on ne les perfuse pas. Mais après, il faut qu'ils soient en soins PAL étiquetés. Sinon, on les perfuse. Et très souvent, nous, ces patients qui sont en fin de vie dans des situations comme ça, on a beaucoup de mal à avoir une voie veineuse. Ils ont un capital veineux qui est catastrophique. Et donc, non, on ne fait pas de furo sous-cute. J'ai jamais vu. Dans toute ma vie. Peut-être ça peut se faire. Hein, Ouais, bon, c'est toujours hors des clous. Après, en néphrologie, on a l'habitude. On fait quasiment que des trucs hors des clous, puisque nos patients, ils sont exclus de toutes les études. Donc, mais après, un patient qui a une insuffisance rénale avancée, il lui faut 1 gramme de furo par 24 heures. Hein, donc, ne serait-ce qu'en termes de volume en sous-cute pour la résorption cutanée, ça paraît beaucoup. Et la scopolamine, du coup. Sur l'OAP, ça ne marche pas très bien. Hein. Ça marche quand ils ont des sécrétions bronchiques, ce genre de choses. Non, nous, les patients qu'on ne dialyse pas, qui font l'OAP ou qui sont inconfortables sur le plan respiratoire, on fait hypnomorphine. Hein. Du coup, il faut une HAD, finalement, les personnes qui veulent rester à la maison. Bah, c'est mieux d'avoir une HAD, ouais. Mm. Après, moi, le domicile, je ne connais pas bien, mais... C'est de l'HAD en général. Ouais. Mm. Tout ce qui est fringuer les clous, tout ça, avec la furo, nous, en tout cas, en tant que domicile, IDEL, je sais pas si c'est que avec l'HAD. Tout couvert d'HAD. Je vous ai ramené, si ça vous intéresse, un peu de la doc. Donc ça, c'est pas mal de travail de nos infirmières coordinatrices. Il y a nos livrets de présentation de suppléance qu'on utilise pour accompagner les patients, qui leur présentent toutes les techniques de suppléance. Elles ont fait un livret aussi sur le parcours de préparation à l'hémodialyse, à l'ADP. Il y a des livrets diététiques. Donc ça, c'est les flyers des associations de patients. Ça, c'est un petit truc que j'avais fait moi pour les patients qui résument un peu les grandes lignes de la prise en charge de la maladie rénale. J'ai ramené des trucs sur les fistules parce que des fois, ça fait un peu peur, les fistules à tout le monde. Donc, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'elles ont fait pour les patients pour savoir comment prendre soin, comment surveiller et dans quel cas contacter le service. Ça, c'est le flyer qu'on a fait de présentation. Donc, vous avez tous les intervenants du... Oh, c'est pas le dernier, mais c'est pas grave. Il y a tous les intervenants du forfait MRC avec le rôle de chacun. Voilà. Et puis, voilà, ça, il y a ça aussi. C'est sur la pré-éclampsie. Voilà. Donc, vous pouvez vous servir. Sinon, je les remettrai dans notre salle d'attente parce qu'on n'est pas passé en 0 papier dans notre salle d'attente. Ça vous a paru complexe non? Ok. Ça répondait à vos attentes à peu près? Ouais.